Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Pour m'accompagner jusqu'à 20h, Hélène Rouet, bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au JDD, bonsoir Gilles-William Goldnadel. Et merci d'être avec nous et de nous accompagner. Nous accueillons le député RN des Bouches-du-Rhône, candidat à la mairie de Marseille. Bonsoir Franck Alizot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La lutte contre le narcotrafic au cœur d'une réunion interministérielle à l'Elysée ce matin. Réunion qui s'est tenue alors que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a comme vous condamné le meurtre de Mehdi Kessassi, le frère de ce militant engagé dans la lutte contre les narcobandits. L'enquête sur cet assassinat a été transférée, je le disais tout à l'heure, à la JUNALCO, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Aujourd'hui, sur la situation à Marseille, Franck Alizot, vous réclamez l'état d'urgence. Pourquoi ? Oui, je réclame l'état d'urgence parce que je veux que l'on traite le narcoterrorisme comme l'on traite le terrorisme islamiste. Et d'ailleurs, le Premier ministre dit un petit peu la même chose, sauf que toujours pareil, les actes ne vont pas avec les paroles. Il dit il faut s'inspirer des méthodes que nous avons employées sur le terrorisme islamiste pour combattre le narcoterrorisme. Eh bien, l'une des pierres angulaires dans notre armada institutionnel que l'on a employé dans la lutte contre le terrorisme islamiste, c'était l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est un régime juridique exceptionnel avec des pouvoirs renforcés aux autorités administratives. Ça peut ça facilite largement l'action de la police durant les enquêtes, durant les actions, durant le combat. Parce qu'aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique. Ça facilite en termes de perquisition, de fouilles, de toute une série de choses qui permet de combattre à armes égales des puissances comme les puissantes mafias que l'on a face à nous. Parce que j'ai entendu le ministre de l'Intérieur me répondre cet après-midi. Vous savez, à l'Assemblée, on peut poser une question, on a une réponse, on ne peut pas après enchaîner. Ou sinon, en 10 secondes. Il nous dit, oui, mais nous avons eu déjà des résultats. J'aimerais que ce soit le cas. Moi, je salue le travail de la police, je salue le travail des magistrats. Mais quand on m'explique que le nombre de narcomicides, pour le terme barbare, enfin bref, de morts pour cause de trafic de drogue, parfois des innocents, des balles perdues, a diminué de moitié du fait de l'efficacité de la lutte que l'on mène, c'est faux. L'institution, l'organisation qui a eu des résultats, c'est la DZ Mafia. Puisque si aujourd'hui nous avons 2 à 3 fois moins d'homicides liés au trafic de drogue que lors de cette année 2023 qui a fait le record de 50 homicides, c'est parce que la DZ Mafia a gagné sa guerre des gangs contre le clan Yoda, je crois de mémoire, qui s'opposait à elle. C'est ça. Et comme elle a gagné sa guerre des gangs, ça veut dire qu'elle est encore plus, ancrée, évidemment, elle est plus puissante. Évidemment. Et s'il y a une autre mafia, ça va recommencer. Mais cela dit, et de plus belle et avec plus de force. L'état des lieux, Franck Alizot, à Marseille, c'est lequel ? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, un peu comme dans le film Bac Nord, des cités qui sont, notamment dans les quartiers nord, gangrénées par le trafic de drogue, où la police elle rentre pas, elle a peur de rentrer. On est dans quelle situation exactement ? Et si ce n'était que des cités, je pense que le scénario de Bac Nord est malheureusement dépassé, parce que c'est il y a quelques années. Je sais, et parce que c'est tous les quartiers, tous les coins de Marseille, et souvent c'est des victimes innocentes. Vous vous rappelez du chauffeur VTC, Nassim Ramdam de mémoire, père de famille, exécuté par un enfant, mais oui c'est ça, un adolescent de 14 ans. De 14 ans, le tueur à gages avait 14 ans. Sokaina, la petite étudiante qui avait pris une balle, elle était en train de réviser ses cours dans une résidence plutôt tranquille, Normand. J'ai grandi à quelques centaines de mètres de cette résidence. Qu'est-ce qu'on fait, on est dans des quartiers. Vous dites l'état d'urgence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire que la police va arriver avec quel arsenal ? Plus de pouvoir en termes de procédure, plus de liberté. L'état d'urgence, c'est ce qui nous permet d'aller plus vite à la police et donc à la justice, d'aller plus vite et plus fort. Ça allège en termes de procédure, ça vous met à armes égales, ça vous allège de tout ce qui est de procédure, ça vous permet de faire des choses qui ne seraient pas en termes de perquisition, en termes de fouilles, en termes de couvre-feu, d'assignation à résidence, ça vous permet de prendre... Et à contrario, qu'est-ce qui bloque ? Tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire toute une série de procédures. Vous savez,
plus il y a de procédures, plus il y a d'encadrement de nos polices, plus évidemment l'efficacité n'est pas au rendez-vous face à des gens évidemment pour qui tout est permis. Non, mais Tout est je permis vous pose la question parce que, et on va y revenir après la pause publicitaire qui arrive malheureusement très vite, mais je vous pose la question parce que d'un côté, on ne peut pas banaliser l'état d'urgence. D'un autre côté, cet état d'urgence, moi j'aimerais bien que ça fonctionne, et en même temps, on se demande... Pour des raisons différentes, on l'a utilisé maintenant plusieurs fois sous les 10 dernières années. On l'a utilisé suite au Bataclan, là c'était contre le terrorisme islamiste. On l'a utilisé lors du Covid, ça c'était un état d'urgence qu'on a appelé sanitaire, mais c'est un état d'urgence. Et on l'a utilisé, c'est ce qui est le plus proche de ce que l'on vit aujourd'hui, on l'a utilisé à la suite des émeutes de 2005 dans les banlieues parisiennes pendant plus de 3 ans. À 12 jours, hein, à l'origine c'est 12 jours l'état d'urgence. Pendant plus de 3 ans, de 2005 à 2008, il y a eu l'état d'urgence dans nos banlieues pour justement rétablir l'ordre. Ben moi je veux qu'on remette Marseille en ordre, voilà. Et c'est un moyen. Il y a d'autres moyens, vous imaginez bien. Hein. On pourra parler des consommateurs, on pourra parler du fait que, évidemment, du contrôle aux frontières, parce de toute une série de choses. Dit évidemment que ceux qui prennent de la cocaïne sont complices. Il le dit ce soir en Allemagne. On en parle dans un instant avec Franck Alizio, 19h27. Restez bien sûr. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Franck Alizio est notre invité, député RN des Bouches-du-Rhône, candidat à la mairie de Marseille sur le narcotrafic. C'est assez amusant de voir. On se demande si M. Macron vous a écouté ou s'il écoute Europe 1 pendant qu'il fait son discours aux Allemands. J'aimerais le problème avec M. Macron. Au-delà du fait que vous soyez des concurrents politiques, c'est quand même pas mal que vous pensiez pareil. Honnêtement, si seulement les actes, vous pouvez suivre les paroles. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que je crains, j'espère me tromper, mais je sais que je dis, ça y est, c'est reparti, le balai ministériel et le balai élyséen repart. On va repartir sur une séquence de communication. Vous savez, j'en suis pas ma première, on n'en est pas à notre première à Marseille. On a connu l'opération, alors c'était bien... Placenet. Voilà, Placenet XXL, plus marketing qu'on pouvait pas. Placenet XXL, je me souviens, je l'avais dit ça aussi en question au gouvernement à l'Assemblée. Je crois qu'il y avait eu quelque chose comme 500 interpellations ou 1000, enfin quelque chose énorme. Il y a eu 5 à 10 écroués. C'était de la com, c'était uniquement de la com, et à chaque fois, et là on repart dans ce balai de communication qui va aboutir à rien, et dans quelques semaines, dans quelques mois, on nous aura oubliés. C'est ce double discours national, local, ce double discours, la réalité, c'est insupportable. Je suis obligé de le répéter, je ne veux pas faire de la politique avec ça, mais il ne faut pas oublier que de 2017 à 2020, avec M. Macron président, avec M. Édouard Philippe Premier ministre, alors qu'à Marseille, il y avait déjà une explosion des règlements de compte et du trafic de drogue, on nous a diminué, vous entendez bien, diminué de plusieurs centaines le nombre de policiers nationaux à Marseille. On nous les a retirés. Et après, on nous les a ajoutés. On a dit, mais non, on a fait que nous compenser la perte. Vous imaginez la folie au moment où on avait besoin, plus que jamais, de plus de policiers, on nous les a retirés. Donc ce double discours, il est insupportable. Vous le disiez tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, vous a répondu. On écoute Laurent Nunez. Vous savez très bien que s'il y a ce type d'action, cette montée en puissance de la mafia, c'est parce que nous portons des coups qui sont très rudes. Le nombre d'homicides entre 2023 et 2024, il a été divisé par 2. Le nombre de points de deal en 5 ans à Marseille est passé de 160 à 80. Nous menons une action qui est résolue, qui est déterminée, et nous allons évidemment la poursuivre, comme nous l'a demandé le président de la République ce matin. Ce ne sont pas des paroles. Derrière ces réunions, il y a des actions, il y a un bilan, il est concret et nous agissons. Évidemment, il y a encore des batailles à gagner, mais non, monsieur le député, Marseille ne tombera certainement pas. Gilles William Goldnadel, c'est assez amusant comme dans cet exécutif-là, l'exécutif macronien, il y a toujours cette volonté de paraître comme le meilleur élève. C'est regardez ma copie, non monsieur le professeur, j'ai pas fait de faute, j'ai bien eu 19 sur 20 et non pas 13 comme vous me le mettez. Non mais écoutez, ça fait très longtemps que je n'écoute même plus. Je suis désolé de vous l'infliger. Non mais je tiens plus du tout compte de ce que dit le président de la République, par exemple. C'est-à-dire que là, ce qu'il dit, c'est la même chose que dit Franck Alizio. Mais sa parole, ça va se transformer en même temps dans 2 jours. Sa parole n'a aucune valeur. Elle a un effet magique pour lui-même, je ne sais pas. Mais je n'écoute plus, je vous dis franchement. Voilà. Maintenant, pour le constat, c'est quand même la barbarie à visage urbain.
Franck Alizio parle évidemment de l'aspect criminel, mais il faut comprendre aussi que avec les menaces, c'est la carotte et le bâton, hein. Mais il y a aussi la carotte, à savoir que les gens préfèrent peut-être prendre de l'argent que prendre une balle. Donc, il faut comprendre que comment dire, donner de l'argent, la corruption, voilà le mot m'échappait. La corruption, non seulement des policiers, mais également des magistrats, ce qui n'existait pas, ce qui était inenvisageable il y a encore une dizaine d'années. Et je ne parle pas des matons, qui préfèrent aussi, qui peuvent être soit menacés, soit tués, soit prendre de l'argent. Beaucoup de menaces. Non, mais c'est quelque chose de massif. On sait où habite ta femme, tes enfants. Mais il y a aussi quand même une réalité qu'il faut quand même dire aussi, parce que je ne l'entends pas. Franck Alizio parlait du terrorisme islamiste. Il parlait du narcoterrorisme. C'est quoi la chose en commun ? C'est quoi la chose en commun ? C'est de semer la terreur. Non. La chose en commun, c'est l'immigration. L'éléphant au milieu de la pièce. Voilà, absolument, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est l'immigration. On va y venir. Voilà, mais enfin, et tant que on ne... Et là, on est effectivement dans un état d'urgence. C'est l'état d'urgence. Or, jamais l'exécutif politique n'a été aussi faible qu'en ce moment. Et sans parler de l'exécutif politique, les contre-pouvoirs font tout pour empêcher la France de s'en sortir. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme. Quand bien même on aurait un personnel politique fort... Les garde-fous sont installés. Oui, c'est terrible. Hélène Rouet. On l'a d'ailleurs vu dans la loi narcotrafic qui a été promulguée en juin dernier. 6 articles censurés par le Conseil constitutionnel. Précisément parce que les groupes de gauche, LFI en tête, avaient saisi le Conseil constitutionnel sur cette loi qui était en réalité très bien ficelée, qui avait été menée par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin et qui apportait d'ailleurs de véritables choses. Ce que je trouve très agaçant dans ce débat qu'on a effectivement depuis hier, depuis ce matin, le constat, en fait, on en a marre. On en a marre qu'Emmanuel Macron convoque les grandes réunions, qu'on décide, ah oui, mais le narcotrafic, c'est vraiment très grave. Et encore une fois, pardonnez-moi, on a attendu que quelqu'un se prenne une balle pour réagir encore. Le narcotrafic, c'est pas nouveau. Ça fait des mois, ça fait des années qu'il y a des alertes en permanence. Marseille, évidemment. Franck Alizio a été un des premiers à le dire. Et on en est encore au stade du constat. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans cette assemblée fracturée, jusqu'à la prochaine élection présidentielle, il ne pourra rien se passer. Il n'y aura pas de loi d'envergure. J'avais eu l'opportunité de m'entretenir avec Robert Ménard, qui lui a fait sa propre brigade police municipale. Il fait ce qu'il peut, Robert Ménard. Il y a beaucoup de choses. Ils n'ont pas forcément les moyens. Vous vous rendez compte, ils n'ont même pas le moyen de procéder à des arrestations, les policiers municipaux. Mais Robert Ménard me disait, ce qui est insupportable, c'est que l'État aujourd'hui, même sans grand projet de loi, on pourrait adresser des circulaires, on pourrait faire des circulaires, des arrêtés qui déjà permettraient d'avancer un petit peu. Malheureusement, ce n'est pas le fait, ce n'est pas le cas. On continue de faire des réunions et on attend, on discute. Franck Alizio. C'est très vrai ça. L'autre point commun entre le narcoterrorisme et le terrorisme islamiste, c'est les grandes déclarations, et les grandes réunions, les bougies et les réunions d'urgence à l'Élysée. Et une fois qu'on a fait ça, on attend toujours les actes. On attend. Parce que là aussi, c'est la vérité. Le point commun, c'est également, et quand je dis ça, alors évidemment, quand je dis, ben oui, les mots de ma ville, les fléaux de ma ville, Marseille, et Marseille, c'est juste la France à la loupe, c'est ce qui peut arriver dans les années à venir, c'est l'anarchie migratoire, l'islamisme, la drogue. Et en effet, l'anarchie migratoire débouche à deux branches, l'islamisme et le trafic de drogue. Moi, je le vois. Enfin, je veux dire, il faut venir à Marseille. La dernière fois, je crois que je l'avais dit, il y a quelques mois, j'ai été interviewé par un collègue du quotidien, vous voyez, ils sont bien gardés de le dire. À côté de moi, j'avais un migrant qui était drogué et qui s'approchait de moi avec un couteau. Il y avait à un moment donné, c'est les journalistes qui m'ont dit, mais attention, il est armé à côté de vous. Moi, je dis, ah oui, bon, d'accord. La dernière fois, c'était. Ah oui, bon, d'accord, mais il était un peu long à la détente. Peut-être écarté. Il était drogué, Dieu merci. Et moi, j'ai fini par rentrer. Il était drogué, Dieu merci. Ben oui, parce que un peu plus vif, ça n'aurait pas été la même. Il était moins vif. Exactement. Ouais.
ça fait 2 fois que j'y vais, et je le dis à chaque fois parce que c'est leur rendre service. Il y a un quartier, c'est un tout petit, c'est 2 rues entre la gare Saint-Charles et le conseil régional de la Porte d'Aix. Ça s'appelle la rue Biaggi. C'est la colline du crack marseillaise. Eh bien, c'est quoi le point commun? C'est que 100% des craqués sont des migrants clandestins. Voilà, des migrants clandestins. Et les gens n'en peuvent plus. Et vous savez qui est le député de ce quartier? C'est Monsieur Bompard. Et vous savez Monsieur Bompard a répondu à ces gens. Ils ont dit non seulement je peux rien faire pour vous, mais si je pouvais faire, je ne le ferais pas. Parce que les riverains qui n'en peuvent plus, parce qu'ils disent ces gens sont là, c'est des migrants, il faut les aider. Donc chaque jour, il y a des plateaux repas qui arrivent pour ces gens. Chaque jour, il y a des camions avec des seringues qui arrivent pour. C'est de la folie. Voilà ce que c'est le quotidien à Marseille. Et encore une fois, ça touche de partout. La dernière fois, c'était une fusillade et un point de deal dans une résidence qui était à 500 mètres du collège où j'étais quand j'étais petit. Enfin, je veux dire, qui était une résidence tranquille avant. C'est le Marseille d'aujourd'hui. Oui, je voudrais poser une question à Franck Alizio, mais au premier degré. J'ai eu l'impression, il y a une dizaine d'années, une 15e d'année, que Marseille était en train de s'en sortir, que les immigrés étaient en train d'une certaine manière de s'intégrer, et que c'est la nouvelle masse qui est venue ensuite qui a tout compromis. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Très intéressant, on en parle juste après une petite pause dans Europe 1 Soir. Le teasing est énorme. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel, avec Hélène Rouet, qui est fan de Lady Gaga, a-t-on appris, et Franck Alizio. On parlait de la France de Claude Sautet, cher Gilles William. Avec nostalgie, de savoir si on allait la retrouver un jour. Vous aviez une question à Franck Alizio juste avant la pause. Oui, non, je demandais à Franck Alizio, de corroborer ou pas mon impression, à savoir qu'il y a une quinzaine d'années, j'avais l'impression que l'immigration était en bonne voie d'intégration à Marseille, et ça différait un peu de ce que je constatais dans le nord de la France, et d'assimilation ou d'intégration. Et j'ai l'impression que les nouveaux arrivants ont compromis le processus en cours. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou il y a une part de vérité dans mon observation? Alors, c'est plus compliqué et c'est difficile à analyser, surtout de l'intérieur quand on est à Marseille depuis toujours. Je pense qu'il y a une question de génération. Pas tant de nouveaux arrivés, mais de génération. Il y a eu un moment, dans les années, fin des années 2000, 2010, là autour, on était porté, il y avait Marseille, capitale de la culture et tout. Il y a eu un moment où voilà, Marseille, une ville qui va bien, une ville qui prospère, une ville qui a confiance en elle, ça va toujours mieux. Et puis, il y avait ce Marseille que moi j'ai connu plus jeune, où dans ma classe, on était au collège, moi j'ai toujours été dans l'école publique, il y avait des juifs, des musulmans, des chrétiens, et bien on vivait ensemble, c'était le miracle marseillais, il y avait l'OM fédéré, il y avait tout ça, et on ne savait pas qui était de telle ou telle religion, on s'en fichait, ça restait à la maison. Tout ça, c'était ma génération. C'était les années Gaudin? C'était, moi petit dans les années 80, c'était les années tapis paradoxalement, les années Et après il y a eu le petit mieux économique, ça a été au milieu des années Gaudin. Mais depuis il y a les nouvelles générations, cette montée de l'islamisme, cette volonté, regardez aujourd'hui de la France insoumise de monter les Marseillais les uns contre les autres. De faire en sorte qu'en parlant tout le temps de Israël, le Hamas, la Palestine et tout. La semaine dernière, je suis allé repeindre moi-même, remettre en état. Ils avaient fait un immense drapeau de la Palestine au-dessus de Marseille avec Fuck Israël, de la rivière à la mer. Enfin, savent-ils de quoi ils parlent? Ou est-ce que c'est de l'ignorance, c'est du mépris, c'est difficile à... Je sais pas. Mais pour moi, ça reste une forme d'antisémitisme. Que les choses soient bien claires. Bien sûr. Non, mais je suis malheureusement pas en train d'excuser. C'est le travail des insoumis. Voilà. Quelques chiffres. Les musulmans de France étaient 0,5% en 85. Ils sont 7% aujourd'hui. 80% des musulmans de France se déclarent religieux. 43% refusent le contact visuel avec une personne du sexe opposé. 14% des femmes musulmanes n'écoutent que de la musique islamique. On parlait de Lady Gaga, on est mal barré. 59% des musulmans de 15-24 ans sont favorables à l'application de la charia
en France. 57% des musulmans pensent que les lois françaises passent après les règles de l'islam. 67%, les 2/3, des moins de 25 ans pris tous les jours. 38% approuvent toute une partie des positions islamistes, 24% des positions des frères musulmans, 9% des salafistes et 3% des positions djihadistes. Écoutez Sarah Knafo ce matin sur Europe 1 qui estime que ce sondage montre que l'islam et la France ne sont pas compatibles. Regardez le sondage, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelques années, on disait non, la preuve que c'est compatible, c'est qu'ils ne sont pas tous, etc. C'est une extrême minorité, c'est 10 personnes. Aujourd'hui, on sent bien l'incompatibilité grandit quand vous avez 59% des jeunes musulmans qui disent qu'on doit imposer la charia en France. Parce que quand on est présent en terre d'islam, selon certains de ces musulmans, donc presque 60%, c'est colossal, ils se disent que puisqu'ils y vivent, ça doit devenir une terre islamique. La France doit dire non. Nous ne sommes pas un pays islamisable. Nous ne voulons pas devenir un pays musulman. Et la France doit dire non, mais la France doit dire non comment, Franck Alizio? Je reviens toujours à cette question, mais moi je veux bien, mais vous dites, il y a de la paperasserie, on a entendu Monsieur Nunes tout à l'heure qui nous a dit, en même temps, regardez, il y a des choses qui ont été faites, il y a des résultats, comment est-ce que vous voulez avancer? Vous avez raison, c'est la question d'ailleurs. C'est quand même une étude qui crève les yeux. C'est le petit débat qu'on a notamment. Moi j'étais dans le tram l'autre jour, le tram T2 qui va au pont de Beson, et il y avait des personnes africaines qui regardaient de leur téléphone portable. Qu'est-ce qu'elles regardaient sur leur téléphone portable? Il y avait une dame qui regardait une danse avec des dames avec des boubous. Il y avait un autre monsieur qui regardait qui était en train de scroller. Il n'y avait que des trucs écrits en langue arabe avec des trucs. J'ai l'impression que ces personnes qui sont de l'immigration ne s'intéressent pas du tout à notre culture. Il n'y en avait aucun qui était sur le site d'un journal, il n'y avait aucun qui était en train de regarder, je sais pas moi, la télé en streaming, il n'y avait aucun qui était en train de regarder... De lire un livre voilà, ça j'en parle même pas, mais sur un truc... mais ça touche également les Français. Bien sûr. Les Français de souche, c'est ça le truc. Oui, mais... Alors il y a le nombre. Le nombre, c'est quelque chose de très important. Plus ils se sentent nombreux, plus ils estiment qu'ils ont une part de légitimité. Et pourquoi pas? Et c'est aussi le complexe d'infériorité, moi que je décris comme une manière de masochisme, de la culture du pays autochtone. Pourquoi voulez-vous que ces gens-là soient impressionnés par notre culture, puisqu'elle est constamment dévaluée et méprisée par une partie de la population indigène d'extrême gauche? Est-ce qu'il ne faut pas durcir les conditions d'entrée comme c'est fait dans d'autres pays, les pays scandinaves, je ne parle même pas de la Suisse. C'est une question de vie ou de mort. Le Royaume-Uni est en train de commencer maintenant. Regardez ce qui se passe. Alors même que c'est un gouvernement plutôt d'obédience de gauche. Oui, c'est les travaillistes. Pardonnez-moi de continuer l'avalanche de chiffres, mais alors moi, il y en a un qui m'a glacé le sang et vraiment je pèse mes mots, c'est celui-ci. 52% des Français musulmans disent avoir une opinion hostile du djihadisme. Je vous laisse faire le calcul inverse parce que c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'il y a 48% des Français musulmans qui ne disent pas que le djihadisme est une opinion hostile. Dans le détail un peu des chiffres, il y en a 24% qui disent être indifférents au djihadisme, 13% qui disent ne pas savoir ce que c'est, et 8% qui préfèrent ne pas s'exprimer. Et alors moi, effectivement... Combien qui disent qu'ils sont favorables aux djihadistes? 3% soutiennent l'idéologie djihadiste. D'accord. 3% en 2025, on fera les comptes dans quelques années. Donc 3% ouvertement. 3%, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Bon. Et c'est 48% donc, qui ne disent pas, en tout cas, que c'est une opinion hostile. Bien sûr. Merci beaucoup, les amis. Merci, Franck Alizio, d'avoir été en direct sur Europe 1. Un dernier mot? Non, j'ai pas pu réagir. Allez-y, vous avez 40 secondes pour réagir. Ce défi, il est très important. Il est très important chez moi. Je vous rappelle qu'à Marseille, 300 000 musulmans pour moins de 900 000 Marseillais. Vous imaginez comme le défi est là. C'est quelque chose qui vient de loin. Une mosquée sur deux à Marseille, que c'était dans le Figaro il y a quelques mois, reconnue comme radicalisée, sous influence radicale. Donc, moi, je pense que la solution, elle vient de ce que disait Gilles, c'est-à-dire qu'il faut être à nouveau fier de défendre nos valeurs nationales, les valeurs françaises, les valeurs, tout ce qui fait... Moi, par exemple, voilà, l'histoire de Marseille, l'histoire des héros marseillais, c'est ce que j'aimerais transmettre. Et aujourd'hui, on transmet tout sauf ça. On a honte d'être ce que l'on est. Il faut à nouveau être fier de ce que l'on est. C'est comme ça que l'on C'est à vous d'agir, monsieur le député. C'est vous le responsable politique. Mais c'est ce qu'on fera. 19h56 sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant, juste après le journal de 20h. Jean-Baptiste Léon a fait les comptes. Et le budget, c'est pas ce qu'on croit. Selon lui, on l'interrogera tout de suite sur